Mon nom est Elena, et aujourd'hui, à 32 ans, j'ai finalement trouvé le courage de raconter cette histoire que je porte comme un poids sur la poitrine depuis plus d'une décennie. Une histoire sur comment la sorcellerie a sauvé et presque détruit ma vie, et le prix terrible que j'ai payé pour invoquer des forces que je ne comprenais pas complètement. Je suis né à Itaúna, une petite ville de l'intérieur du Minas Gerais, où tout le monde se connaît et les secrets courent plus vite que le vent entre les montagnes. J'étais une fillette ordinaire, fille de Dona Maria, couturière, et de son João, mécanicien. Nous vivions dans une maison simple sur la rue des Fleurs, avec une cour pleine de rosiers que ma mère soignait avec tant d'affection. Depuis petite, j'avais une caractéristique qui me rendait différente des autres enfants. J'étais extrêmement timide et j'avais un bégaiement qui s'intensifiait quand j'étais nerveuse. Les mots se bloquaient simplement dans ma bouche, comme s'il y avait un nœud dans la gorge qui se serrait de plus en plus. Je me souviens parfaitement du premier jour d'école à l'école municipale, quand la professeure me demanda de dire mon nom. « Elena !» réussis-je à chuchoter, pendant que je sentais mon visage brûler de honte et entendais les petits rires étouffés des camarades. Le bégaiement devint le centre de toutes mes insécurités. Pendant l'enfance, j'affrontais des situations humiliantes presque quotidiennement. En 3e année, il y avait une fille appelée Rafaela, jolie, populaire et cruelle, comme seuls les enfants savent l'être. Elle avait l'habitude de m'imiter devant toute la classe, répétant mes mots bégayés de façon exagérée, faisant rire tout le monde. « Merci, professeur », disait-elle, et toute la salle explosait de rire pendant que je voulais que la terre m'avale. Les récréations étaient mon cauchemar. Pendant que les autres enfants couraient et s'amusaient, je me cachais derrière les arbres de la cour, tentant de devenir invisible. Quand j'avais besoin de demander quelque chose, comme aller aux toilettes ou boire de l'eau, mon bégaiement empirait tant que parfois les professeurs avaient des difficultés à comprendre ce que je voulais. La sensation était de porter une pierre géante dans la poitrine, qui m'empêchait de respirer correctement. Mais tout n'était pas obscurité dans ces années difficiles. Dieu plaça 2 personnes spéciales sur mon chemin, Mariana et Pedro, qui devinrent mes meilleurs amis et ma planche de salut. Mariana était une fillette rondelette, avec d'énormes lunettes et un sourire qui illuminait n'importe quel environnement. Elle était incroyablement intelligente et avait une façon unique de me faire sentir spécial. « Elena, tu as la voix la plus douce du monde, même en bégayant, » disait-elle, et je la croyais. Pedro était son opposé, maigre comme une branche sèche, plein de taches de rousseur et avec une énergie inépuisable. Il avait des difficultés en mathématiques, mais était un conteur d'histoires né. Chaque fois que je me sentais mal à cause du bégaiement, il inventait des aventures fantastiques où j'étais l'héroïne courageuse qui sauvait la situation. Le bégaiement est ton pouvoir secret, Elena. Il te fait réfléchir 2 fois avant de parler, et c'est pourquoi tes mots ont plus de poids, avait-il l'habitude de dire. Nous 3 étions les étranges de l'école, mais ensemble nous formions un trio inséparable. Nous passions les après-midi chez Mariana, faisant nos devoirs et créant nos propres jeux. Ils m'enseignèrent que je n'étais pas seul au monde, qu'il y avait des personnes capables de m'accepter exactement comme j'étais, bégaiement et tout le reste. Ma famille fut aussi fondamentale à cette époque. Ma mère, Dona Maria, était une femme de foi inébranlable et de patience infinie. Elle ne montra jamais d'irritation quand je prenais 3 fois plus de temps pour raconter quelque chose, m'écoutant toujours avec attention et affection. Ma fille, Dieu n'a fait personne identique à personne. Ta différence est un cadeau, tu découvriras encore pourquoi, répétait-elle, caressant mes cheveux les nuits où je pleurais de frustration. Mon père, son João, était un homme de peu de mots, mais de gestes qui disaient tout. Il commença à venir me chercher à l'école tous les jours, après avoir appris les épisodes de harcèlement. Ce n'était pas quelque chose que nous faisions avant. Je rentrais toujours à pied avec les amis, mais il perçut que j'avais besoin de ce moment de sécurité.
Pendant le trajet de retour à la maison, il me racontait des histoires de son enfance, toujours avec une morale qui me fortifiait. Ce fut à cette époque que mes parents m'emmenèrent consulter une orthophoniste à Belo Horizonte. Dr Carmen était une femme gentille, d'environ 50 ans, qui m'enseigna des techniques de respiration et des exercices pour contrôler l'anxiété qui intensifiait mon bégaiement. « Elena, le bégaiement ne te définit pas, c'est juste une de tes caractéristiques, comme la couleur de tes yeux, » disait-elle toujours. Les séances étaient fatigantes, mais petit à petit, je commençais à percevoir de petites améliorations. Quand arriva le moment d'entrer au lycée, mes parents décidèrent de m'inscrire à l'Institut São José, une école privée du centre-ville. Ils firent un effort financier énorme pour me donner cette opportunité, croyant qu'un environnement différent pourrait être meilleur pour moi. Mariana et Pedro allèrent à l'école publique, et pour la première fois en année, je me vis seul affrontant un nouveau commencement. Le premier jour au São José fut terrifiant. L'école était plus grande, plus moderne, et les élèves paraissaient plus sophistiqués. Je me sentais comme un poisson hors de l'eau avec mon uniforme neuf et mon sac simple. Pendant la présentation au premier cours, quand arriva mon tour de parler, le bégaiement revint avec force totale. « Mon nom est H. Elena », réussis-je à dire, sentant mon visage brûler pendant que quelques camarades échangeaient des regards moqueurs. Ce fut alors que je connus Isabela Santos, la reine absolue de l'école. Elle était tout ce que je n'étais pas. Grande, blonde, fille d'une famille riche de la ville, avec des vêtements de marque et une confiance qui rayonnait d'autorité. Isabela avait le don de commander n'importe quel environnement où elle entrait, et malheureusement, elle décida que je serais sa cible préférée. Au début, les provocations étaient subtiles. Un regard de dédain quand je bégayais en répondant à une question, un commentaire innocent sur mes vêtements simples, un petit rire quand je trébuchais sur les mots. Mais au fil des jours, Isabela devenait plus audacieuse et cruelle. Elle découvrit que ma plus grande vulnérabilité était de parler en public et commença à trouver des façons de m'exposer constamment. Je me souviens parfaitement du jour où tout commença à s'effondrer. C'était un cours de littérature et la professeure demanda à chaque élève de réciter un vers de Camões. Quand arriva mon tour, je me levai en tremblant et commençai « L'amour est feu qui brûle sans se voir ». Isabela, assise dans la rangée à côté, commença à imiter mes gestes nerveux de façon exagérée, faisant rire discrètement la moitié de la classe. L'humiliation fut telle que je sortis en courant de la salle et passai le reste de la journée enfermé dans les toilettes, pleurant. Les choses empirèrent drastiquement quand je découvris qu'Isabela avait créé un groupe WhatsApp appelé « Club du bégaiement », où elle et ses amis partagèrent des vidéos de moi bégayant, faites secrètement pendant les cours. Je découvris cela quand une camarade plus bienveillante me montra les messages. Elle ne riait pas seulement de moi, mais créait des mèmes et des montages humiliants. La sensation fut comme recevoir un coup de poing dans l'estomac. Pendant les 3 années du lycée, Isabela transforma ma vie en un enfer particulier. Elle avait une habileté diabolique pour me provoquer devant les professeurs sans qu'ils s'en aperçoivent. Un jour, pendant une présentation importante d'histoire, elle resta à faire des grimaces pour me déconcentrer. Résultat, je me bloquai complètement et ne réussis pas à terminer la présentation, étant obligé de la répéter le jour suivant seul pour la professeure. Le plus douloureux était de voir comment Isabela réussissait à manipuler la perception des autres sur moi. Elle répandait des rumeurs que j'étais étrange, antisocial et problématique. Beaucoup de camarades qui auraient pu être mes amis finissaient par s'éloigner par peur de devenir aussi des cibles. Isabela créa un environnement où s'associer avec moi était synonyme d'abaissement social. Mon estime de soi était détruite. Je me regardais dans le miroir et ne voyais que des défauts. Le bégaiement, qui s'était un peu amélioré avec les thérapies, revint avec force totale à cause du stress constant. Je développais des attaques de panique avant les cours et souvent je faisais semblant d'être malade pour ne pas affronter encore une journée d'humiliation. Mes parents perçurent mon changement. Moi qui avais toujours été une fillette communicative à la maison, je devins renfermé et mélancolique.
Donna Maria essayait de m'animer avec mes plats favoris, et son Juan proposait de me changer d'école, mais je ne voulais pas qu'il se sacrifie encore plus pour payer une autre mensualité. De plus, une partie orgueilleuse de moi refusait de fuir. Mariana et Pedro continuaient d'être mon port de sécurité les week-ends. Ils notèrent ma tristesse, mais je ne réussissais pas à expliquer complètement ce qui se passait. Comment décrire la sensation d'être systématiquement détruite par quelqu'un qui vous connaît à peine? Comment expliquer la cruauté gratuite que j'affrontais quotidiennement? Quand j'obtins mon diplôme du lycée, je sentis un soulagement immense, pensant que je serais finalement libre d'Isabela. Je réussis le concours d'entrée pour la pédagogie à l'Université fédérale de Belo Horizonte et déménageai dans la capitale, pleine d'espoir d'un recommencement. Je louai une petite chambre simple dans la Villa Operaria et commençai à travailler à temps partiel dans une librairie pour aider aux dépenses. Les premiers mois à l'université furent merveilleux. J'étais loin d'Itaúna, loin d'Isabela, et pouvais finalement être moi-même. Je me fis de nouveaux amis, je rencontrai même Daniel, un garçon du cours de psychologie qui devint très spécial pour moi. Daniel était gentil, intelligent et avait une patience infinie avec mon bégaiement. Il disait que ma façon de parler lui faisait prêter plus attention aux mots et que c'était beau. Notre relation fleurit lentement. Daniel me présenta un monde de livres, films et conversations profondes que je n'avais jamais expérimenté. Pour la première fois, je me sentis vraiment aimé et accepté par quelqu'un en dehors de ma famille. Nous arrivâmes à faire des projets d'avenir. Il voulait monter une clinique de psychologie et je rêvais d'ouvrir une école maternelle différenciée. Mais le destin, parfois, est trop cruel. Au début de la 3e année de faculté, nous reçûmes la nouvelle qu'une nouvelle étudiante s'était transférée dans notre cours. Quand je vis Isabela Santos entrer dans la salle de classe, je sentis le monde s'effondrer. Elle était encore plus belle, plus sophistiquée et portait ce même sourire que je connaissais si bien, le sourire de quelqu'un qui était prêt à détruire. Isabela ne perdit pas de temps. Dans les premières semaines, elle avait déjà cartographié toutes mes relations à l'université. Elle découvrit Daniel et commença immédiatement une campagne subtile mais efficace de séduction. Elle se faisait passer pour une victime, racontant des versions déformées de notre histoire au collège, où j'apparaissais comme l'étrange qui la persécutait et elle comme la pauvre qui essayait d'aider. La manipulation fut si habile que même certains de mes amis commencèrent à me regarder avec méfiance. Isabela avait le don de paraître douce et innocente, tout en plantant du poison dans l'esprit des gens. Elle s'offrait pour aider Daniel dans ses études, toujours disponible, toujours souriante, toujours parfaite. Je voyais Daniel s'éloigner lentement. Il commença à annuler nos rendez-vous, prétextant être très occupé par les études. Quand nous sortions ensemble, il paraissait distant, comme si son esprit était ailleurs. Mes tentatives de conversation sur le sujet étaient frustrées par mon bégaiement, qui était revenu avec force à cause du stress. Le coup final vint pendant la fête de fin de semestre. J'arrivais à l'événement animé, portant une robe neuve que j'avais achetée spécialement pour l'occasion. Daniel avait promis de me retrouver là-bas et j'étais impatiente d'avoir une soirée romantique ensemble. Mais quand j'arrivai sur les lieux, je vis une scène qui me brisa le cœur. Daniel et Isabela s'embrassant passionnément au milieu de la piste de danse. L'humiliation fut totale et publique. Tous les présents virent ma réaction, virent ma douleur crue et exposée. Isabela me vit arrêter à l'entrée et eut l'audace de me faire un signe malicieux, comme si c'était une victoire personnelle. Je sortis en courant de cet endroit, trébuchant sur ma propre robe, pendant que j'entendais des rires et commentaires méchants derrière moi. Dans les jours suivants, je découvris que Daniel et Isabela avaient commencé une relation officielle. Il n'eut même pas la décence de rompre avec moi personnellement. Il arrêta simplement de répondre à mes messages et m'évitait à l'université. Isabela, de son côté, tenait à démontrer publiquement sa nouvelle relation, embrassant toujours Daniel quand elle savait que j'étais dans les parages. Le pire de tout était que Daniel paraissait genuinement amoureux.
Isabella avait réussi non seulement à détruire ma relation, mais à faire que l'homme que j'aimais m'oublie complètement. C'était comme si nos 2 années ensemble n'avaient jamais existé. Ma vie académique commença aussi à souffrir. Isabella répandit des rumeurs sur mon instabilité émotionnelle et mon obsession malsaine pour elle. Les professeurs commencèrent à me regarder avec pitié ou méfiance. Ma participation aux cours diminua drastiquement. Le bégaiement était si intense que je préférais rester silencieuse plutôt que de risquer d'être ridiculisée de nouveau. Ce fut dans cette période sombre que je retournai à Itaúna pendant les vacances, complètement détruite émotionnellement. Ma mère remarqua immédiatement mon état déplorable. J'avais perdu du poids, j'avais des cernes profondes et un regard vide qui effrayait ceux qui me connaissaient. Quand je réussis finalement à raconter tout ce qui se passait, Donna Maria devint furieuse d'une façon que je n'avais jamais vue. « Cette fille fait du mauvais œil à ma fille », déclara-t-elle, avec une certitude absolue qui me surprit. Ma mère avait toujours été catholique fervente, mais portait aussi les croyances populaires de l'intérieur. « Elena, tu as besoin d'aide spirituelle. Ce type de persécution n'est pas naturel. » Ce fut alors qu'elle mentionna Donna Sebastiana, une dame connue dans la région pour ses travaux spirituels. Elle habite là-bas à la ferme du Corrego Seco, de l'autre côté de la ville. Les gens disent qu'elle résout n'importe quel type de problème. « Spirituel », dit ma mère, baissant la voix comme si elle parlait de quelque chose de dangereux. Initialement, je résistais à l'idée. Mon éducation chrétienne me faisait voir avec méfiance tout ce qui était lié à ce que nous appelions vaguement Macumbaria. Mais la douleur était telle, le désespoir si profond, que je commençais à considérer la possibilité. Après tout, qu'avais-je à perdre? Ma vie était déjà complètement détruite. Après une semaine d'hésitation, je demandai finalement à ma mère de m'emmener chez Donna Sebastiana. Le voyage jusqu'à la ferme du Corrego Seco se fit en silence, chacune perdue dans ses propres pensées. J'étais nerveuse et en même temps pleine d'espoir. Serait-il possible que quelqu'un puisse m'aider à inverser ce cauchemar? La maison de Donna Sebastiana se trouvait au bout d'une route de terre, entourée d'un jardin exubérant, plein de plantes que je n'avais jamais vues. Des herbes aromatiques se mélangeaient avec des fleurs exotiques, créant un environnement qui sentait le mystère et le pouvoir. La maison en elle-même était simple, en briques apparentes, mais il y avait quelque chose dans l'atmosphère qui me faisait sentir que j'entrais en territoire sacré. Donna Sebastiana était une femme d'environ 70 ans, petite, avec des cheveux complètement blancs, attachés en chignon. Ses yeux étaient d'un châtain profond et portaient une intensité qui me fit déglutir. Elle nous reçut sur la véranda, offrant un thé d'herbe qui avait un goût amer, mais réconfortant. « Tu portes une ombre lourde, fillette », dit-elle, m'étudiant de ce regard qui semblait voir à travers l'âme. « Quelqu'un te fait servir d'échelle pour monter dans la vie. Ce n'est pas une coïncidence, ce n'est pas de la malchance, c'est du travail fait. » Les paroles de Donna Sebastiana confirmèrent les pires craintes de ma mère. Selon elle, Isabella n'était pas seulement une personne cruelle, elle nourrissait des énergies négatives dirigées contre moi. Il y a des gens qui naissent avec cette facilité, tu sais, de sucer l'énergie des autres, de faire que les autres se sentent petits pour qu'elles se sentent grandes. Donna Sebastiana expliqua que ce type de personne, consciemment ou non, créait ce qu'elle appelait des cordons de vampirisme énergétique. Elle se nourrit de ta douleur, fillette. Plus tu souffres, plus elle devient forte. C'est un cycle qui ne finit que quand on coupe à la racine. Quand je demandais ce qui pouvait être fait, Donna Sebastiana resta en silence pendant de longues minutes, remuant les feuilles de thé au fond de la tasse comme si elle lisait des signes. Il y a un moyen de résoudre, oui. Mais ce n'est pas un travail simple, ce ne sont pas des prières d'église. Il faut utiliser les mêmes armes qui sont utilisées contre toi. Elle expliqua qu'elle ferait un travail de rupture de demande et inversion, quelque chose qui renverrait toutes les énergies négatives à celui qui les avait envoyées, mais amplifiées. C'est comme un miroir, tu comprends?
Ce qu'elle t'envoie revient 3 fois plus fort vers elle. Le rituel serait complexe et exigerait plusieurs ingrédients spécifiques. Donna Sebastiana me donna une liste. 7 bougies noires, du gros sel, une poignée de terre de cimetière, quelques herbes qu'elle fournirait elle-même, et le plus difficile, quelque chose de personnel d'Isabella, de préférence des cheveux ou un vêtement qu'elle avait porté. « Es-tu sûre de vouloir faire cela, fillette ?» demanda-t-elle, me fixant sérieusement. « Ce type de travail a des conséquences. Une fois que tu touches à ses forces, elles te connaissent, et il y a toujours un prix à payer. » Je demandais quel type de prix, mais Donna Sebastiana fut évasive. Chaque personne paye d'une façon. Parfois c'est juste une partie de ta chance qui reste coincée de l'autre côté. Parfois c'est quelque chose de plus permanent. Mais c'est toi qui décides si ça vaut la peine. Je retournai à Belo Horizonte et décidai à obtenir les ingrédients. La plupart des choses furent faciles à trouver. Il y avait une boutique ésotérique au centre-ville où j'achetais les bougies et le gros sel. La terre de cimetière, je l'obtins un petit matin, me sentant comme une criminelle pendant que je remplissais un petit sac plastique de terre à côté d'une sépulture ancienne. Le vrai défi était d'obtenir quelque chose d'Isabella. Je passais des semaines à observer ses habitudes, découvrant ses horaires, essayant de trouver une opportunité. La chance surgit pendant un événement de l'université, quand elle alla aux toilettes et laissa son sac sur la table. Mon cœur s'emballa pendant que je faisais semblant de chercher quelque chose dans mon propre sac, attendant le bon moment. Quand la voie fut libre, j'ouvris rapidement son sac et pris une brosse à cheveux qui avait plusieurs mèches blondes emmêlées. Je ne m'étais jamais senti si coupable et en même temps si déterminé de ma vie. C'était comme si je franchissais une ligne d'où il n'y aurait pas de retour. 2 semaines plus tard, j'étais de nouveau chez Donna Sebastiana. Cette fois, seule. Elle avait fixé le rituel pour une nuit de nouvelle lune, expliquant que les énergies seraient plus propices pour des travaux d'inversion. L'atmosphère de la maison était encore plus chargée, avec des bougies allumées dans tous les coins et une forte odeur d'encens dans l'air. Le rituel commença à minuit. Donna Sebastiana m'emmena dans une chambre au fond de la maison que je n'avais pas vue auparavant. Les murs étaient peints en noir, et il y avait des symboles dessinés à la craie blanche que je ne reconnaissais pas. Une table au centre était couverte d'un tissu rouge sombre, et sur elle, tous les ingrédients que j'avais apportés. « À partir de maintenant, tu ne peux plus revenir en arrière », m'avertit Donna Sebastiana. « Une fois que je commence, il faut aller jusqu'au bout. Es-tu prête ?» Avec la voix nouée par l'émotion et la détermination, je répondis oui. Donna Sebastiana commença en allumant les 7 bougies noires, les disposant en cercle autour d'une photo d'Isabella que j'avais réussi à imprimer de son Facebook. Elle murmurait des mots dans une langue que je ne comprenais pas mais qui faisait dresser mes cheveux. L'odeur dans l'environnement devint lourde, presque suffocante. Donna Sebastiana prit les cheveux d'Isabella et les brûla sur la photo pendant qu'elle continuait ses incantations. Le feu qui consumait les mèches était d'une couleur étrange, presque bleutée, et produisait une fumée qui semblait bouger de façon non naturelle. « Maintenant, tu dois parler », m'instruisit-elle. « Dis tout ce que cette personne t'a fait, toute la douleur qu'elle a causée, mais parle avec colère, avec l'intention que tout revienne vers elle multiplié. » Ce fut libérateur et terrifiant en même temps. Je parlais de chaque humiliation, chaque nuit pleurée, chaque rêve détruit. Ma voix sortait ferme, sans bégaiement, comme si la colère avait brûlé tous les blocages. Je sentis une énergie étrange circuler dans l'environnement, comme si mes mots avaient un poids physique. Donna Sebastiana finalisa le rituel en versant du gros sel sur la photo brûlée et prononçant quelques mots qui sonnèrent comme une sentence finale. Quand tout fut terminé, je sentis une légèreté que je n'expérimentais pas depuis des mois, mais aussi un vide étrange, comme si une partie de moi était restée dans cette salle obscure. « C'est fait », dit-elle, éteignant les bougies. « Maintenant, il ne reste qu'à attendre. Dans 3 jours, tu vas commencer à voir les résultats, mais souviens-toi de ce que je t'ai dit. Tout travail a son prix. Le tien va se faire payer au bon moment. »
Je retournais à Belo Horizonte avec des sentiments contradictoires. D'un côté, je sentais une paix que je ne connaissais pas depuis longtemps. De l'autre, il y avait une culpabilité croissante pour ce que j'avais fait. Était-ce correct d'utiliser ces méthodes? Étais-je devenu égal à la personne que je méprisais tant? Les résultats commencèrent à apparaître exactement comme Donna Sebastiana l'avait prévu. Le 3e jour après le rituel, Isabella manqua les cours pour la première fois depuis que je la connaissais. Le 4e jour, elle arriva à l'université avec une apparence abattue, des cernes profondes et une expression de fatigue que je n'avais jamais vue chez elle. Dans la première semaine, Daniel rompit avec elle sans explications apparentes. Dans la seconde, elle fut accusée de plagiat dans un travail important et faillit être expulsée de l'université. Dans la 3e, ils découvrirent qu'elle avait falsifié quelques informations dans son dossier de transfert, ce qui résulta en une enquête administrative. Mais le plus impressionnant était le changement dans la perception des gens sur elle. Comme si un voile avait été retiré, les camarades commencèrent à percevoir les comportements manipulateurs d'Isabella qui passaient inaperçus auparavant. Des histoires d'autres personnes qu'elle avait blessées commencèrent à surgir, créant une réputation négative qu'elle n'arrivait pas à inverser. J'aurais dû être heureuse, mais la sensation était étrange. Je me sentais comme si j'assistais à tout de l'extérieur, comme si je n'étais pas complètement responsable des événements. La culpabilité grandissait chaque jour, spécialement quand je voyais Isabella clairement souffrir. L'apogée de la situation arriva pendant une présentation de groupe. Isabella, qui avait toujours été éloquente et confiante, commença à bégayer nerveusement devant la classe. Voir ma propre affliction reflétée en elle fut comme recevoir un coup de poing dans l'estomac. À ce moment, je perçus la dimension de ce que j'avais fait. 2 semaines après cet épisode, Isabella se transféra de nouveau d'université. J'appris après qu'elle était retournée dans sa ville natale et avait abandonné le cours de pédagogie. Une partie de moi sentit un soulagement, mais une partie plus grande sentait un poids terrible dans la poitrine. Ma vie académique s'améliora drastiquement après le départ d'Isabella. Je réussis à me diplômer avec une bonne classification, me fis de nouveaux amis et commençai même une nouvelle relation avec un camarade de classe. Mais il y avait toujours une ombre au fond de mon esprit, une sensation que quelque chose n'était pas complètement correct. Le prix que Donna Sebastiana avait mentionné se manifesta d'une façon que je n'aurais jamais pu imaginer. J'obtins tout ce que je voulais. Succès professionnel, relations stables, reconnaissance. Mais je perdis complètement la capacité de sentir une joie genuine. C'était comme si mes émotions positives avaient été amorties de façon permanente. Je pouvais rire, sourire, même m'amuser, mais il y avait toujours une couche de vide en dessous de tout. La satisfaction était intellectuelle, pas émotionnelle. C'était comme vivre la vie à travers un filtre qui bloquait les fréquences les plus hautes du bonheur. Pendant des années, j'essayais d'ignorer cette sensation, me concentrant sur le travail et les relations. J'ouvris mon école d'éducation infantile, me mariai, construisis une vie que n'importe qui considérerait réussie. Mais intérieurement, je me sentais comme une actrice représentant le rôle de sa propre vie. La transformation commença 5 ans plus tard, quand je déménageais de retour à Itaúna pour prendre en charge l'école que j'avais achetée. Ce fut un après-midi de samedi, au supermarché de la ville, que je rencontrai Isabella, pour la première fois, après toutes ces années. Elle était dans la queue de la caisse, avec une apparence très différente de la jeune arrogante que j'avais connue. Cheveux plus sombres, vêtements simples et une expression sereine qui contrastait complètement avec la personne qu'elle était à l'université. Quand nos yeux se rencontrèrent, je sentis mon cœur s'accélérer. À ma surprise, elle s'approcha. « Elena, puis-je parler avec toi ?» demanda-t-elle, avec une voix douce qui ne correspondait pas à mes souvenirs. J'acceptai, plus par curiosité que par envie de raviver d'anciens conflits. Nous allâmes jusqu'à une petite restauration proche et pendant 2 heures, nous eûmes la conversation la plus honnête et transformatrice de ma vie.
Isabella me demanda pardon d'une façon si sincère et détaillée qu'elle me laissa sans mots. Elle reconnut chacune de ses cruautés, expliqua qu'elle avait suivi une thérapie intensive et assumait complètement la responsabilité de ses actes. « Elena, j'étais une personne horrible, dit-elle, avec des larmes aux yeux. Je me sentais si vide à l'intérieur que je ne réussissais à me sentir mieux qu'en faisant que d'autres personnes se sentent pire que moi. Je sais que cela ne justifie rien, mais je veux que tu saches que je reconnais tout le mal que je t'ai causé. » Elle raconta les années difficiles qui suivirent après avoir quitté l'université. Dépression, thérapie, un long processus d'autoconnaissance qui lui fit percevoir les patterns destructeurs qu'elle avait développés depuis l'adolescence. « J'ai nui à beaucoup de personnes au long de la vie, mais tu es celle qui a le plus souffert de mes actions, et cela me persécute jusqu'aujourd'hui. » Entendre ces paroles fut libérateur d'une façon que je n'attendais pas. Pendant toutes ces années, une partie de moi portait encore la colère et le ressentiment, même après que la vengeance ait été exécutée. Voir Isabella assumer genuinement sa responsabilité et démontrer une croissance réelle me fit percevoir que moi aussi j'avais besoin de pardonner. Pas pour elle, mais pour moi-même. « Isabella, j'accepte tes excuses », réussis-je à dire, sentant un poids gigantesque sortir de mes épaules. « Mais moi aussi, j'ai besoin de te demander pardon. » Et alors, pour la première fois de ma vie, je racontai à quelqu'un le rituel de Donna Sebastiana et ma propre soif de vengeance. Sa réaction me surprit complètement. Au lieu de se fâcher ou me juger, Isabella hocha simplement la tête avec compréhension. « Elena, j'ai mérité chaque conséquence que j'ai subie. Si tu n'avais pas fait ce que tu as fait, peut-être je ne me serais jamais réveillé au type de personne que j'étais. D'une certaine façon, tu m'as sauvé de moi-même. » À ce moment, je sentis quelque chose que je n'expérimentais pas depuis des années. Une joie genuine et profonde. C'était comme si le filtre qui amortissait mes émotions avait été finalement retiré. Pour la première fois depuis le rituel, je réussis à sentir un bonheur réel, pas seulement intellectuel. Nous découvrîmes qu'Isabella était devenue professeure d'enfants spéciaux dans une ville voisine, dédiant sa vie à aider exactement le type d'enfant qu'elle intimidait auparavant. « C'est ma façon d'essayer de réparer le mal que j'ai causé dans le monde », expliqua-t-elle. « Chaque enfant que j'aide à se sentir spécial et accepté est une petite compensation. » Nous nous dîmes au revoir avec une accolade sincère et la promesse de maintenir le contact. Quand j'arrivai à la maison cette nuit-là, je me sentis complètement transformé. C'était comme si une partie de mon âme, qui était restée prisonnière dans cette salle obscure de Donna Sebastiana, était finalement revenue à la maison. Aujourd'hui, 10 ans après cette rencontre au supermarché, je peux dire que j'ai appris des leçons précieuses sur le pardon, la vengeance et le pouvoir de nos choix. La sorcellerie fonctionna, j'obtins la justice que je cherchais et vis ma tourmenteuse recevoir les conséquences de ses actes. Mais le prix fut élevé, des années de vide émotionnel qui ne furent guéries que quand je trouvai le courage de pardonner. Je compris que la vraie magie n'était pas dans les rituels de Donna Sebastiana, mais dans la capacité humaine de transformation, croissance et pardon. Isabella devint une personne complètement différente à travers le travail intérieur et la responsabilisation de ses actes. Je me libérais vraiment quand je réussis à pardonner non seulement elle, mais aussi moi-même. Mon école aujourd'hui est une référence dans la région en éducation inclusive. Je travaille spécialement avec des enfants qui affrontent des difficultés similaires à celles que j'ai affrontées. Bégaiement, timidité, harcèlement. Chaque élève qui réussit à surmonter ses limitations et trouver sa propre voie est une victoire qui remplit mon cœur d'une façon que le succès personnel n'a jamais réussi. Isabella et moi maintenons une amitié véritable, construite sur des bases solides d'honnêteté et de croissance mutuelle. Nos histoires s'entrelacèrent de façon douloureuse, mais résultèrent en une transformation profonde pour toutes les deux. J'appris que la sorcellerie, comme n'importe quelle forme de pouvoir, est neutre en elle-même,
Ce qui définit son caractère sont les intentions de celui qui l'utilise. Je l'utilisais mû par la douleur et le désir de vengeance, et bien que j'ai obtenu ce que je voulais, le prix émotionnel fut significatif. Je ne trouvais la vraie paix que quand je réussis à équilibrer justice et compassion. Si vous passez par des situations similaires à celles que j'ai vécues, je veux laisser un message. La douleur que vous sentez aujourd'hui n'est pas permanente. Il existe toujours un chemin vers le dépassement, même si parfois il passe par des lieux sombres que nous préférerions éviter. L'important est de ne pas perdre de vue notre humanité dans le processus. La vengeance peut apporter une satisfaction momentanée, mais seul le pardon apporte une paix durable. Et parfois, ironiquement, notre plus grande victoire est de découvrir que nous n'avons pas besoin de détruire nos ennemis. Nous pouvons les transformer en alliés à travers la compréhension mutuelle. Je raconte cette histoire non pour glorifier ou condamner l'usage de pratiques mystiques, mais pour partager la complexité des choix que nous faisons quand nous sommes à la limite de la douleur. Chaque personne doit trouver son propre chemin vers la guérison, respectant toujours les conséquences de ses décisions. Si cette histoire vous a touché d'une façon ou d'une autre, laissez un commentaire partageant votre expérience. Parfois, savoir que nous ne sommes pas seuls dans nos luttes est le premier pas vers le dépassement.